Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. La résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie est sans aucune ambiguïté pour certains, discutable pour d'autres. Dans ses considérants, elle relève, entre autres, que, je cite, que le commandement militaire dirigé par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a ouvertement exercé le pouvoir dans le pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, et je ferme les guillemets. Elle relève que les manifestations sont pacifiques, qu'elles ont lieu dans tout le pays, tous les vendredis et tous les mardis, et que depuis peu, des manifestations nocturnes sont organisées dans l'ensemble du pays. Elle considère aussi que la liberté de la presse y est bafouée et que l'Algérie est classée à la 141e place sur 180 États, que les libertés de la presse sont menacées et les journalistes victimes de persécutions, qu'une censure structurelle est exercée contre tout avis dissident. Et ainsi, des considérants font état de nombreuses violations aux libertés religieuses, à la liberté de la presse, citant nommément des journalistes et des blogueurs persécutés, harcelés, intimidés ou arrêtés. D'autres considérants relèvent des cas divers et multiples d'arrestations arbitraires de membres du Hirak, dont plusieurs sont cités nommément. Dans cette résolution, le Parlement condamne vivement tous ces dépassements, arrestations arbitraires et illégales, détentions, intimidations et attaques de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, d'étudiants, de défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que tous les manifestants pacifiques du Hirak. Le Parlement européen demande aux autorités algériennes de mettre fin à toutes ces violations du droit, aux arrestations arbitraires, à toute forme d'intimidation, y compris le harcèlement judiciaire. Le Parlement européen y demande l'arrêt de la persécution sur la liberté de culte des chrétiens, des Ahmadis et d'autres minorités religieuses. D'autres préoccupations, invitations, recommandations et exhortations ont été exprimées dans la même résolution, toutes aussi importantes les unes que les autres. La réaction du pseudo-parlement algérien, je choisis mes mots, du pseudo-parlement algérien ne s'est pas fait attendre à travers son président Slimane Chenini, qui dénonce très vigoureusement, comme ils disent, cette violente ingérence du Parlement européen dans les affaires algériennes et qui affirme très solennellement, comme ils disent, que l'armée et les différents corps sécuritaires ont accompagné de façon professionnelle le Hirak. Nous parlerons aussi dans cette émission de ces pics de violence qui commencent à percer ici et là, hier à Bouira et aujourd'hui à Bni Douala, et qui semblent avoir été instrumentés par des agents provocateurs. Nous savons tous que ce régime est passé maître en la matière et que c'est son terrain de prédilection, la gestion de la subversion. La violence ne peut que le servir et il en a grandement besoin pour se sortir de l'impasse où il s'est lui-même fourvoyé. C'est sa dernière chance. La violence pourrait lui offrir un exutoire rêvé et il ne va pas s'en priver.
Algérie, entre internationalisation et risque de violence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 1982 à 88. Merci d'être avec nous. Bravo, merci. Alors, Nazim Taleb, mouvement Rachad, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Merci. Adel Jabbar sera avec nous depuis le Canada par Skype et Mned Si Ahmed, consultant à l'ONU, qui sera avec nous en Skype aussi. Mais nous allons commencer par Malika Ben Arab Attou, qui va rester quelques instants avec nous, le temps de nous dire son sentiment sur cette résolution qui a été finalement votée. Malika Ben Arab Attou, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc voilà, la résolution est passée. Il y a eu entre-temps aussi l'intervention de Mme Mogherini, la représentante de l'UE. Hein, la différence, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas initiés, est qu'il y a le Parlement européen qui est donc constitué des parlementaires européens, les représentants des peuples européens, qui a pris cette résolution, et il y a l'Union européenne qui représente les États européens. Alors, votre sentiment? Alors, mon sentiment, c'est que Mme Mogherini a pris en compte, et dans sa déclaration, on peut lire quelques propos qu'elle a tenus. Hein. Elle a dit que, par exemple, donc, elle a entendu ce que, suite au débat et aux positions, puisque la résolution a été votée largement, hein, donc c'est important. Et elle est à l'écoute de ce qu'ont dit les députés. Hein. Et parmi les choses qu'elle a annoncées, elle a dit qu'il est important que tous les acteurs à l'heure actuelle en Algérie puissent jouir des droits de l'homme que l'Algérie a ratifiés. Je trouve que c'est vraiment important qu'elle dise ça, parce que c'est quand même la vice-présidente de la Commission européenne, et elle est bien sûr haute représentante en charge des relations étrangères. L'équivalent, si vous voulez, d'un ministre des Affaires étrangères au niveau européen. C'est un poste très particulier et important. Donc, je pense que le débat et la résolution qui a été votée... Pardon, avant d'en arriver au débat sur la résolution elle-même, l'intervention de Mme Mogherini a été perçue par certains, pour ne pas dire par d'aucuns, comme une sorte de bémol où quasiment il y a eu une sorte d'amalgame entre l'Algérie et l'État algérien, considéré un peu comme l'ami, comme... Vous n'y avez pas vu cette lecture vous-même? Alors, pas tout à fait. Alors, Mme Mogherini, dans son rôle et dans son statut, elle parle aux États. C'est la différence avec les députés qui, eux, parlent au peuple et en tant que représentants eux-mêmes des peuples. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'année dernière, en 2018, elle est allée en Algérie. Elle a rencontré à l'époque M. Messahel, qui était en charge des affaires étrangères en Algérie, et elle n'a émis aucune critique, aucun propos sur la mise en cause de l'action de l'Algérie, sur la question des droits de l'homme ou les accords ratifiés. Elle n'a parlé que de la question sécuritaire et l'importance de l'Algérie, amie qui a un rôle clé dans les relations autour du Sahel, concernant la sécurité, comme étant un pays clé. Aujourd'hui, elle a quand même, un an après, suite à la déclaration et au débat sur la résolution sur la situation des libertés en Algérie, elle dit quand même que l'Algérie s'est engagée à respecter certains principes. Quand elle dit que l'Algérie s'est engagée à respecter ses principes, elle parle bien sûr du régime algérien. Oui, mais parce qu'elle s'adresse aux États. Dans son statut et dans son rôle, elle s'adresse aux États. Quand elle dit l'Algérie, elle veut sous-entendre l'État algérien. Voilà. Donc, et ses représentants. Ah, et donc votre sentiment sur la résolution en elle-même, dont certains considèrent un peu la montagne qui a accouché d'une souris, et d'autres qui considèrent que c'est un grand pas, que ce qui se passe en Algérie ne s'y passe plus à huis clos, et que c'est une ouverture vers le monde pour que le monde entier sache un peu ce qui s'y passe.
Alors, de mon point de vue, c'est un pas important et je trouve que ces propos aujourd'hui par rapport aux précédents sont plus en avance et c'est une prise en compte de la question des libertés. Par exemple, elle dit les principes incluent toutes les libertés fondamentales telles que les libertés politiques, d'expression, le droit de se réunir librement, le droit de la liberté de la presse, que les libertés contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la pierre angulaire de notre partenariat. Elle n'avait jamais dit ça auparavant. C'est quand même une nouveauté. Maintenant, il faut voir que Mme Mogherini est sur le départ. Comme vous le savez, une nouvelle commission est nommée. Elle-même, elle va avoir un successeur très vite dans les jours qui viennent. Elle ne peut pas aller trop en avant et prendre des positions qui risqueraient de poser problème à son successeur. Elle ne peut pas le faire. Elle est sur le départ. Et sur la résolution en elle-même? Moi, sur la résolution, je pense qu'il y a quand même globalement, la résolution est quand même majoritairement sur les questions des libertés, des détenus, etc. Alors, il y a 2-3 paragraphes sur les questions religieuses. Le débat était vicié pour moi parce que les prises de parole ont trop mis l'accent sur les libertés religieuses, alors que si on regarde le contenu de la résolution elle-même, très majoritairement, c'est sur la question des droits de l'homme, des détenus, du harcèlement des journalistes, etc. Il faut vraiment lire la résolution, je pense que c'est important de voir le contenu. Très bien. Pour moi, le débat n'a pas reflété le contenu. Il a été trop... les prises de parole de certains ont été trop à droite et trop sur les questions religieuses, etc. Ce qui donne une image de la résolution qui n'est pas celle du contenu réel. C'est très important de le souligner, je vous remercie de l'avoir fait, qu'en effet, la résolution est dans la condamnation ou les recommandations, les exhortations et aussi dans les considérants, puisqu'elle considère que M. Ahmed Gaïd Saleh, le général chef de l'armée, a pris le pouvoir ouvertement depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika. Alors que les débats sont généralement des prises de parole des uns ou des autres, dont une majorité a été, disons, des gens qui sont un peu dans l'identitaire, dans l'extrême droite, et qui donc ont exprimé cette histoire religieuse qui ne figure pas dans les mêmes proportions dans la résolution. Oui. Moi, je voudrais quand même saluer, lors du débat, les déclarations de M. Glucksmann, de M. Guetta et de Mme Arena, qui ont été vraiment des déclarations très fortes et qui donnent de l'espoir aux militants des droits de l'homme et de l'état de droit en Algérie, parce qu'elles sont fortes et elles sont claires. Malika Benarab Attou, merci beaucoup pour cette courte intervention. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci. Alors, Brahim Younsi, donc votre sentiment à chaud comme ça sur cette résolution? D'abord, l'Union européenne est dans son droit. Elle est dans son droit. L'Union européenne ou le Parlement européen? Le Parlement européen. D'accord. Le Parlement européen. Oui. Quand je parle de l'Union européenne, ça veut dire avec toutes les institutions qui la constituent. Et c'est le Parlement qui est représentatif des populations. Absolument. Et vous l'aviez dit. Oui. Mais disons, le Parlement européen est dans son droit et l'Union européenne est aussi dans son droit. Oui, bien sûr. Parce que l'État algérien a signé des traités avec l'Union européenne, avec la Commission et le Conseil européen. Et les traités qu'il a signés, notamment le traité ou la politique du bon voisinage, prévoit que le Parlement européen peut prendre ce type de résolution dès lors qu'il s'agit d'atteinte aux droits fondamentaux du peuple algérien. Et l'Algérie est signataire donc de ce document? Absolument. Non seulement elle a signé les traités et accepté la politique de voisinage, mais elle a ratifié les traités. Cela veut dire que ça l'oblige. On ne peut pas donc parler d'ingérence? Non, pas du tout. Pas du tout. S'il y a ingérence, c'est que l'État algérien, le pouvoir algérien, le régime algérien a accepté que l'on s'ingère dans ces affaires ou ce type d'affaires. D'accord.
C'est clair, c'est net. Ça veut dire que dans ces traités, le régime algérien a clairement accepté donc, ces principes de bon voisinage, mais aussi donc d'échange. La politique de voisinage, ce n'est pas seulement la politique de voisinage. Oui. La politique de voisinage réfère à un certain nombre de choses. De principes. De principes et de choses. Oui. Notamment les libertés fondamentales, les droits de l'homme, la culture, etc. etc. Ce n'est pas seulement le beurre et l'argent du beurre, c'est aussi tout le reste. Non, ce n'est pas seulement les intérêts. Les intérêts, c'est autre chose. Ouais. Mais il y a aussi des considérations de type politique. D'accord. Les questions des droits de l'homme et des droits culturels et des droits religieux. Oui. Et que pensez-vous de ce considérant? Parce que dans cette résolution, il y a des visas qui font état justement de ces traités, de ces conventions et tout. Puis il y a des considérants, et enfin il y a des recommandations, exhortations et autres. Alors dans les considérants, il est noté, et c'est le premier considérant, que l'Union européenne, que le Parlement européen note que M. Ahmed Gaïd Salah a pris ouvertement le pouvoir depuis la démission de... C'est fort comme... évidemment, mais on ne peut pas ne pas le dire. C'est une évidence. Mais c'est la première fois qu'une institution étrangère le dit aussi fortement. On a parlé, on a dit ici même qu'il était le souverain. Et il est le souverain. Il est le seul à décider, à prendre toutes les décisions. Et il n'a pas échappé ni au Parlement européen, ni à la Commission, que c'est le général Gaïd Salah qui est le maître de l'Algérie, le maître absolu de l'Algérie. Oui, et c'est dit de façon claire. D'ailleurs, je vais essayer de trouver... D'ailleurs, du point de vue du droit international, oui. Du point de vue du droit international, il n'y a pas d'ingérence. Dès lors que n'importe quel État, a fortiori le Parlement européen, de prendre des positions, de dénoncer des atteintes. S'il n'y a pas de l'ingérence, l'Algérie peut dénoncer les atteintes qui peuvent se produire en France. Et c'est d'autant plus vrai que c'est des parlementaires, ce n'est pas l'État européen ou les États européens, mais... Disons que les États sont plus prudents. Voilà, ils sont plus raison d'État, disons. Absolument. Alors, dans ce considérant que j'ai cité, le point B du premier considérant, il dit que, voilà, je note, je cite littéralement, que le Parlement donc relève que le commandement militaire dirigé par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a ouvertement exercé le pouvoir dans le pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, Nazim, votre sentiment, votre avis sur cette question? Bon, il y a plusieurs aspects à cette... Premièrement, effectivement, il s'agit du Parlement européen, donc il n'y a rien de contraignant, c'est juste des résolutions, je dirais même non contraignantes pour l'Algérie. Il faut savoir aussi que l'Algérie a signé un accord avec l'Union européenne en 2005 et qui ratifie effectivement tout l'aspect autre que l'aspect économique, les droits de l'homme. Donc effectivement, l'Algérie est tenue, par les traités avec l'Union européenne, de respecter les droits de l'homme. Moi, par contre, j'ai un souci, bon, après, les gens disent intervention, bon, il faut définir ce que c'est une intervention. Je n'ai pas l'impression que c'est une intervention. Une ingérence. Ou une ingérence, du moment que le Gaïd Salah, il faisait quand même partie de cette Aïsaba en 2005 quand ils ont ratifié l'Union européenne. Donc il a accepté cette soi-disant ingérence dont aujourd'hui qu'il dénonce. Moi, ce que j'aurais aimé, en tout cas, c'est qu'après déjà 9 mois de sommeil dans l'Union européenne, on réalise aujourd'hui, rappelons que Bourgaas, ça fait depuis juin ou juillet qu'il est en prison, Karim Tabou, c'est depuis septembre. Je dirais que ça tombe quand même... on ne sait pas pourquoi c'est à ce moment-là, parce que finalement, Gaïd Salah va apparaître comme voilà, le protecteur de l'Algérie. On est contre les interventions et l'ingérence des pays étrangers. Moi, je trouve que le timing, il est un peu... bon, peut-être pas, il n'y a pas je dirais d'accusation, mais il est un peu bizarre. Secondo, ce que je regrette aussi dans cette résolution, c'est que si on ne veut pas d'ingérence, parce que j'ai entendu le mot qui a été prononcé par Glucksmann, c'est ça? Oui. Il dit non, ce n'est pas une ingérence. Moi, j'aurais aimé néanmoins que le Parlement s'adresse directement aux dirigeants européens. Ces dirigeants même
qui signe dernièrement des contrats à plusieurs milliards de dollars au niveau du gaz, au niveau du pétrole, au niveau de l'exploitation offshore, au niveau de Skikda, qu'il dénonce le soutien ou l'absence, la couverture médiatique de ce qui se passe en Algérie depuis 22, rappelant que c'est une révolution pacifique, non violente, qu'il n'y a pas eu un carreau qui a été cassé depuis le 22 février, c'est des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue, il n'y a pas un média pratiquement qui a couvert ce qui se passe en Algérie. Alors je vous arrête, dans les recommandations justement, le point 14 de la résolution, donc le Parlement charge son président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au Parlement des États membres, donc des États européens, à la délégation de l'Union européenne à Alger, au gouvernement algérien, au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au Conseil de l'Europe. Oui, mais c'est la résolution. Ils doivent transmettre la résolution. Oui. Mais la résolution ne comprend pas du tout ni de condamnation, ni de constatation, ni d'observation concernant la complicité des États de l'Union européenne, notamment la France, qui joue un rôle qui est quand même important. Donc, effectivement, la résolution porte sur les libertés collectives notamment, c'est-à-dire le droit de manifestation, le droit à la liberté. Ils ont aussi parlé des libertés religieuses, mais aucunement sur la résolution. En tout cas, moi, la résolution, je l'ai lue d'une manière transversale. Je n'ai vu nullement une quelconque observation, une constatation, dire que les médias en Europe sont complètement, ne couvrent pas du tout ce qui se passe en Algérie. Ils ne disent pas non plus que comment, avec un État qui n'est, rappelons-le, l'État algérien, depuis le 9 juillet, c'est un État illégitime. Gaïd Ben Salah, son mandat est fini. Ils le disent dans le premier considérant. Oui, le 9 juillet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de contractualiser avec un régime qui est illégitime. C'est-à-dire déjà, il était illégitime, mais admettons qu'on est constitutionnaliste. Normalement, le 9 juillet, c'est fini pour Ben Salah. Et aujourd'hui, on est en train toujours de contractualiser. Ils auraient dû aussi, dans la résolution, dire que les États ne doivent plus contractualiser avec ce régime militaire, puisqu'ils disent si bien que Gaïd Salah, c'est lui l'homme fort du pays et c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a un pouvoir effectif. Vous considérez donc que cette résolution n'est pas assez forte pour vous, qu'elle n'est pas allée... si tant est que le Parlement européen peut avoir ce genre d'attitude, ou faire ce genre je ne pense pas qu'il puisse condamner. Non, Monsieur Benchenouf, je ne dis pas, moi je suis contre une quelconque ingérence, mais on connaît ces résolutions. Ces résolutions n'ont aucun poids, c'est du symbolique. On a des résolutions comme ça, on en a passé pour l'Irak, on en a passé pour la Palestine, on en a passé pour en Yémen, ils en ont passé pour la Libye. Qu'est-ce que ça a servi? Ça n'a servi à pas grand-chose, puisqu'on voit l'état de destruction. Même pas rendre visible à l'international ce qui se passe en Algérie? Bien sûr que non. C'est pour ça que je vous dis, si l'Union européenne, le Parlement européen voulait sensibiliser sur les questions des droits de l'homme, parce que ce régime, d'où tient sa légitimité? Il n'a pas de légitimité populaire. Donc, Comment légitimité... ça? Les députés sont élus par les peuples? Non, je parle du régime algérien. Oui, mais... je vous parle du régime algérien. Brahim Youssi nous disait qu'il est signataire de traités qui l'imbrigue dans ce concert international. Non, c'est l'État algérien. Nous, quand on parle du régime, c'est ce qui est la face occulte. Aujourd'hui, c'est l'État. À l'époque, c'était Bouteflika qui a contractualisé, qui a signé ou ratifié l'Union européenne. Quand on parle de régime, c'est-à-dire c'est toute cette face occulte qu'on sait qui a le pouvoir effectif. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que au niveau de l'Union européenne, ils doivent faire un travail au niveau de l'Union européenne avec les États qui font membres de l'Union européenne. Et pour ça, je vous dis que ça aurait été beaucoup plus fort nous allons demander aux États de l'Union européenne de cesser
tout soutien, aussi bien matériel, au niveau de la communication, un soutien militaire, parce que n'oublions pas qu'ils sont toujours en train d'acquérir des armements auprès de certains pays de l'Union européenne. C'est ça, pour moi, qui aurait été fort. C'est-à-dire, et on ne s'ingère pas, on n'a pas besoin d'ingérence de leur part. Donc vous pensez que c'est une ingérence, en l'occurrence? Non, encore une fois, il faut définir. Pour moi, ce n'est pas une ingérence. Le Parlement a le droit de discuter tous les sujets au sein de l'Union européenne, au niveau de l'Assemblée, pardon, du Parlement européen. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'aurais trouvé plus fort que le Parlement européen parle de la responsabilité des États de l'Union européenne de contractualiser avec un pays qui est complètement illégitime. Et nous allons demander à nos autres... Brahim, si vous voulez dire quelque chose. Je voulais simplement dire par rapport à ce que dit Nazim, c'est que c'est dit dans la résolution. Moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu quelques extraits, simplement, et ce qui vient d'être lu. Ils reconnaissent que le pouvoir algérien est illégitime, dans la mesure où ils disent que le pouvoir est entre les mains du commandement militaire. Ça veut dire que Ben Salah est évacué. Ils reconnaissent son illégalité et son illégitimité. Il y a un pouvoir de fait et c'est un pouvoir militaire. Ils le reconnaissent de façon implicite, mais ils le reconnaissent. D'autre part, la raison pour laquelle cette résolution ou ce type de résolution, et même si les États européens décidaient, je parle bien des États, décidaient une quelconque, je ne parle pas d'intervention, mais de condamnation, ils peuvent formellement condamner que cela n'apporterait rien. Les seules décisions qui peuvent être contraignantes, c'est celles du Conseil de sécurité. Et faut-il encore que la résolution ou les résolutions que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte relèvent du chapitre 7. Sinon, aucune autre résolution ne peut être contraignante. Ils recommandent, les parlementaires recommandent donc de rendre destinataires les États européens, le Conseil de sécurité, l'ONU. Ils recommandent, voilà ce que nous pensons, et nous vous demandons de prendre acte ou de prendre les décisions qu'il faut pour mettre fin à telle situation. Oui, mais moi je redis ce que j'avais dit. Le nombre de résolutions que le Parlement a passées sur d'autres États, ça n'a servi à pas grand-chose. Alors, nous allons demander à nos invités, avec nous, Mennad Si Ahmed, consultant à l'ONU. Mennad Si Ahmed, merci d'être des nôtres. Merci, M. Benchenouf. Merci pour l'invitation et le bonsoir à vos invités, tant sur le plateau qu'au téléphone. Merci. Alors, d'après vous, est-ce que vous pouvez répondre à Nazim Taleb, donc, qui exprime des réserves très fortes sur cette résolution? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas très d'accord avec lui parce que c'est une question de verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est la première fois qu'une résolution est adoptée à l'échelle internationale. On ne va pas bouder notre plaisir quand même. Deuxièmement, il s'agit du Parlement européen qui ne peut pas aller aussi loin que, comme vous l'aviez dit. Pardonnez-moi de vous interrompre, il me semble qu'il y a déjà eu une résolution en 2015, si je ne m'abuse. Mais je vous laisse poursuivre. Sur la situation actuelle en Algérie. Sur la situation actuelle, d'accord, pardon. Allez-y, je vous en prie. Depuis février à ce jour. D'accord. Donc, quelque part, et vous l'avez si bien dit, M. Nouf, vous avez lu certains passages qui démontre un tant soit peu, et comme l'a dit votre invité... Brahim Younsi. Oui, M. Brahim Younsi, je crois. Et qui disait que d'une manière implicite, le Parlement européen ne reconnaissait pas de facto un gouvernement dirigé par un militaire. C'est d'une évidence même. Il y a énormément de choses qui ont été dites au niveau de cette résolution et qui sont très claires. La condamnation de toutes les atteintes aux libertés, aux emprisonnements abusifs, arbitraires, non justifiés, etc. etc. Comment dirais-je, la liberté de la presse, la liberté donc, de la justice, etc. Donc, on ne peut pas demander à un Parlement européen d'aller vers les États européens, un par un, si j'ose dire, pour leur dire, voilà, vous ne devez plus faire ceci ou cela. Rien n'empêche d'ailleurs les États européens
de le faire d'une manière, comment dirais-je, individuelle. Ça s'est vu il n'y a pas longtemps, l'Allemagne qui a arrêté les livraisons d'armes dans un pays quelconque, etc. Donc ça, c'est une autre étape. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui était nécessaire à mon avis, c'est qu'on sorte de ce huis clos dans lequel nous avait enfermés et veut continuer à nous enfermer la dictature militaire qui est en place. Elle est là. Et le Parlement européen qui parle de M. Ahmed Gaïd Salah comme le haut commandement militaire, c'est très important. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Donc ne boudons pas notre plaisir. Parler d'ingérence, je trouve que c'est totalement inconvenant parce qu'il ne faut pas encore faire la confusion entre ce qui est ingérence puis solidarité ou dénonciation d'un état de fait dans un pays, et cela comme un pays comme l'Algérie. Et surtout, et c'est ce qui est dit d'ailleurs d'une manière très forte, y compris par Mme Mogherini, que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui a dit que si on doit respecter la souveraineté de l'Algérie, cela veut aussi dire que l'Algérie, donc l'État algérien, doit respecter tous les traités et conventions auxquels il a souscrit. Ça, c'est important, y compris les libertés politiques, les libertés fondamentales, la liberté de la presse, etc., la liberté d'expression, etc., etc. Même Mme Mogherini l'a dit. Mais Si Ahmed, Mme Mogherini, certains ont vu dans son intervention, certains, je cite notamment un journaliste de mes connaissances, qui considère qu'elle aurait mis un bémol, qu'elle aurait fait un peu l'amalgame entre le régime algérien et l'Algérie, qui aurait appelé en catimini à ne pas s'immiscer dans les affaires algériennes. Votre avis sur cette question ? Justement, il faut lire tout le contenu de la déclaration de Mme Mogherini, à savoir qu'elle dit, effectivement, il faut absolument respecter la souveraineté de l'Algérie, et ça c'est évident, c'est quelque chose qui ne peut être, comment dirais-je, discuté. Sauf qu'elle dit, pour que cette souveraineté s'accomplisse, ça c'est très important, il faut que l'État algérien respecte tous ses engagements, et notamment en matière de liberté fondamentale, de liberté donc d'expression, de rassemblement, la liberté de la presse, etc., etc. Ça veut dire que vous voulez qu'on respecte la souveraineté algérienne, c'est tout à fait normal, mais en même temps, vous, État algérien, qui avez signé tous ces traités et ces conventions, vous devez aussi respecter ce que vous avez signé, les choses auxquelles vous avez signé. Oui, mais 2 points. Alors, d'abord, Mme Mogherini parle de la Constitution algérienne, sachant que la Constitution algérienne a été faite sur mesure, qu'elle a été violée allègrement plusieurs fois, qu'elle a été réaménagée de façon illégale, anticonstitutionnelle, que le chef de l'État actuel, qui est M. Ben Salah, a été installé de façon anticonstitutionnelle, que dans son premier considérant dans la résolution, le Parlement européen reconnaît que le pouvoir est pris par le chef de l'armée de façon ouvertement, hein, ils ont dit comme ça, donc n'a pas fait mention de tous ces couacs, j'allais dire. Oui, certainement, et je crois que dans un échange que j'ai eu avec vous, M. Benchemouf, j'avais dit qu'il y avait une sorte de délimitation entre le Parlement européen et l'Union européenne qui s'appelle la réelle politique. L'Union européenne est, comment dirais-je, un instrument donc exécutif qui se doit quelque part d'être plus ou moins prudent. Mais à mon avis, en tout cas, je vous le dis en toute sincérité, je ne m'attendais pas à un pas aussi important franchi par l'Union européenne. Ne parlons pas de la résolution du Parlement européen qui est allée également, je dirais, très loin, puisqu'elle condamne sans ambiguïté possible le pouvoir qui est en place. Et donc, quelque part, nous avons affaire, c'est vrai, une sorte de dichotomie entre donc, le Parlement européen et l'Union européenne, mais encore une fois, c'est une première qu'il ne faut pas, comment dirais-je, douter. On a quelque chose qui s'appelle une sorte d'internationalisation de ce qui se passe en Algérie, parce qu'il faut le reconnaître. Pratiquement jusqu'à ce jour,
le pouvoir joue à huis clos. Et vous connaissez mon sentiment là-dessus. Je l'ai dit, je l'ai redit à plusieurs reprises. Notre groupe de Vienne en a parlé et continue à en parler. Il fallait casser ce huis clos. Ça commence. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai même dit, notre prochain combat maintenant, c'est l'ONU. Il faut qu'on oblige justement les instances de l'ONU à réagir aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, nous avons écrit encore une fois, je crois que c'est la 15e lettre que nous adressons à Mme Bachelet, le haut-commissaire aux droits de l'homme, pour lui dire, voilà, l'Union européenne vient de faire, le Parlement européen vient de faire un pas, et qu'est-ce que vous en pensez, d'autant plus peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Nous parlerons du groupe de Vienne dont vous parlez, qui a fait donc cette recommandation. Je vous en parlerai, je vous demanderai de nous expliquer un peu tout à l'heure. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette résolution, de la différence qu'il faut faire entre le Parlement européen et l'Union européenne, et de cette levée des boucliers en Algérie contre cette initiative considérée rien de moins que d'une ingérence? Le président du Parlement algérien a tiré à boulet rouge sur cette initiative, la qualifiant d'ingérence grave dans les affaires algériennes, et où il a noté que l'armée et les corps de sécurité ont admirablement accompagné le Hirak jusque-là. C'est l'accompagnement du loup avec un troupeau de moutons ou d'agneaux. Maintenant, pour revenir à cette Union européenne, je devrais rappeler que l'Union parlementaire européenne, c'est un parlement qui a été élu par des citoyens européens pour protéger et défendre les intérêts des citoyens européens. Je n'ai pas vu un acte d'hostilité quelconque dans cette résolution. J'ai suivi ça et là quelques interventions de parlementaires en rappelant uniquement les obligations qui ont été ratifiées par le gouvernement algérien ou l'État algérien quant à la liberté d'expression, la liberté du culte, le respect des droits humains, etc. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de condamnation. De toutes les manières, moi je suis de ceux qui disent que nos problèmes en Algérie ne peuvent être réglés que par nous-mêmes. Nous remercions l'Union européenne de cette gentillesse après une somnolence de l'œuf au d'ivoire. C'est le Parlement européen, hein? C'est le Parlement européen, pas l'Union européenne. J'aurais aimé que ce Parlement-là vote une résolution pour rappeler l'exécutif, l'Union européenne, à cesser d'aider en sous-main cette dictature-là. Maintenant qu'il se réveille pour nous dire c'est l'armée qui a pris le pouvoir depuis février, il ne nous apprend strictement rien. Nous savons depuis 57 ans qui est en train de gérer ce pays en ce moment, c'est l'armée. Ce n'est pas les visages qui ont changé depuis le 22 février, c'est les masques qui sont tombés. C'est-à-dire que notre jeunesse, notre peuple, cette nouvelle génération de battants, a tiré le rideau pour nous montrer qui sont réellement les décideurs. Donc, pour moi, la résolution de l'Union européenne me rappelle étrangement les résolutions de l'ONU concernant un pays qui impose sa loi et qui fait fi de toutes les résolutions de l'ONU ou de la Société des Nations. Donc, pour moi, c'est un non-événement parce que ça ne change strictement rien à notre situation, bien au contraire. Je vois que la levée de bouclier et la réaction musclée, entre guillemets, du président de l'APL me donne l'occasion de dire que c'est le seul point commun entre la junte militaire et le peuple algérien. Vous savez que nous sommes très ombrageux quand il s'agit de nationalisme, de patriotisme et de non-ingérence. Le peuple algérien a toujours défendu mordicus pour dire nous ne voulons d'aucune intervention étrangère, fût-elle une intervention qui vient avec des fleurs et des chocolats. Donc sur ce point-là précis, le peuple algérien est clair avec lui. Cependant, la levée de bouclier de la dictature et ses représentants civils, s'ils sont en train de s'indigner comme ça, c'est juste pour leur privilège.
c'est pour leur survie. Ce régime dictatorial, s'il s'indigne comme ça, c'est pour se donner une légitimité. Nous avons bien vu le chef de l'État, entre guillemets, qui a été désigné par une fatwa 5 étoiles, aller à genoux devant Poutine pour demander l'intervention. Il nous a humiliés. C'est ça l'intervention étrangère. Nous avons vu ce régime militaire-là offrir l'Algérie sur un plateau d'argent pour le dinar symbolique à toutes ces puissances qui sont en train de le supporter. Nous n'avons pas eu d'aide depuis 10 mois. Nous avons subi un blackout médiatique des plus criminels de la part de toutes les presses occidentales. Ce n'est pas cette résolution-là, qui ne condamne d'ailleurs pas le régime militaire et la dictature, qui va nous faire dire ou changer d'opinion sur. Le problème algérien concerne le peuple algérien. Il nous concerne, nous, il ne concerne personne. Nous ne voulons pas qu'il y ait une intervention dans nos affaires. Nous avons affaire à une dictature que nous connaissons super bien. La lutte devra continuer sans faire pour autant cas d'une aide quelconque d'une partie étrangère. Nous ne voulons pas d'intervention. Moi, je suis de ceux qui s'opposent définitivement et en bloc et dans le détail à toute forme d'ingérence dans nos affaires-là. Que la junte militaire s'offusque, elle le fait de bonne guerre parce qu'elle est en guerre contre son peuple, pour défendre sa peau, pour défendre son régime mafieux, et que les Algériens ouvrent la porte à une intervention quelconque, c'est bonjour les dégâts. Les Européens... Alors, restez avec nous, Adel Jabbar. Nous allons demander l'avis. Oui, je vous en prie, allez-y. N'interviennent que pour leurs intérêts. Il n'y a pas autre chose. Dans les relations internationales, il y a la force, il y a les intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts, pas pour nos beaux yeux. Donc, restons extrêmement vigilants. Défendons-nous avec les moyens de bord, avec notre pacifisme et notre violence, non-violence. Et nous arriverons à nos fins, Inch'Allah. Alors, Brahim Younsi, réaction, commentaire Sur ce que dit Adel Jabbar. Lui, il considère quasiment que c'est une ingérence, une intervention, que l'on n'a pas besoin de ce genre d'intervention et que les Algériens peuvent se débrouiller tout seuls. Non. La révolution n'a besoin que de ses propres forces et elle le sait et elle le fait. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, à mon sens. D'accord. Le Parlement européen s'adresse à l'État algérien, s'adresse aux dirigeants algériens, pour leur dire: vous êtes en train de porter atteinte aux droits des gens, aux droits de l'homme, aux libertés publiques, aux libertés fondamentales. Et cela, les Algériens, le régime algérien a accepté, a donné à l'Union européenne, au Parlement européen, parce que le Parlement européen fait partie de l'Union européenne. Il n'est pas exclu de l'Union européenne, ce n'est pas deux entités distinctes. Absolument. Le Parlement européen fait partie de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, son Parlement, a dit aux Algériens: vous ne respectez pas les traités que vous avez signés et ratifiés. Il n'y a pas, à mon sens, d'ingérence, parce que n'importe quel État peut prendre ce type de position, dénoncer les atteintes aux droits des gens, aux droits de l'homme, qui sont victimes des peuples ou des individus. Les emprisonnements, nous en dénonçons nous aussi tous les jours, y compris ceux qui se sont produits à Paris parmi les Gilets jaunes, etc. Je crois, d'autre part, il ne faut pas oublier que le monde s'est rétréci. Et que demain, dans quelques décennies, l'Europe et l'Afrique, et notamment l'Europe et le Maghreb, ou l'Afrique du Nord, vont être un seul. Il n'y aura plus d'espace maritime quasiment entre eux, parce qu'il va y avoir un pont qui va relier le Maroc à Gibraltar. Et un tunnel qui... Bon, ça veut dire que le monde... Ils deviendront notre presqu'île. Ben absolument. À moins que ce soit le contraire. Absolument. Je crois que le monde se rétrécit. Les droits de l'homme, nous aussi, nous parlons des droits, du respect des droits des gens et des libertés publiques dans notre pays. Je ne me vois pas empêcher quelqu'un de l'extérieur, sauf ceux qui ont eu des attitudes instrumentales. Et je ne veux viser personne. Parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes instrumentales. Cette instrumentalisation de certains, fussent-ils des députés européens, est inacceptable. Parce que l'Union européenne ou le Parlement européen avait prévu
un débat sur ce qui se passait en Algérie. Oui. Mais comment expliquez-vous, Brahim Younsi, cette frilosité, j'allais dire, cette attitude très ombrageuse, hein, comme l'a dit Adel Jabbar, des Algériens sur ces questions? D'un côté, comme ça s'est passé dans les années 90, nous avons été tous massivement pour condamner les Européens, les Occidentaux, d'avoir permis qu'un carnage se commette à huis clos, que personne n'en parle, que personne n'en fasse mention, et que lorsque ça se produit comme aujourd'hui, nous disons non, nous ne voulons pas qu'on se mêle de nos affaires, qu'on nous laisse tranquilles, ou comme l'a dit Nazim Taleb, de toutes les façons, on aurait voulu plus qu'ils fassent pression sur leurs États pour arrêter de coopérer avec une mafiocratie. Alors, comment cela est-il venu? Est-ce le fruit d'une propagande, d'une attitude naturelle, d'une crainte, d'une inquiétude? C'est peut-être tout ça à la fois. C'est peut-être tout ça à la fois. Au point où on fait, j'allais dire, l'amalgame entre cette initiative et l'intervention de l'OTAN en Libye? Oui, non, mais à mon avis, c'est aller trop vite en besoin. Et il ne s'agit oui, pas. Oui, c'est ce que disent certains aujourd'hui en ce moment, en Algérie. Il ne s'agit pas de cela du tout. Il est du droit, je ne dis pas du devoir, du droit, qu'on le veuille ou non, de l'Union européenne et du Parlement européen de prendre ce type de résolution, parce que l'État algérien a signé des traités. Ça veut dire que vous le voyez sous un angle purement juridique, mais aussi de droit. Mais aussi politique. D'accord. Mais aussi politique. Il y a le droit et effectivement, tout est fondé en droit. Oui. Tout est fondé en droit. Mais Adel Jabbar vous dit entre les peuples, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a que des affaires, des intérêts. Non, entre les États. Entre les peuples, non? Non, logiquement, non. En principe, non. Mais entre les États, c'est vrai que il n'y a pas que ceux qui ont des intérêts et la force. Alors, on a toujours fait la dichotomie ou divisé entre ce que l'on appelle les réalistes et ceux qui sont idéalistes. Quelquefois, on est l'un et quelquefois l'autre, et parfois les deux. Et parfois les deux. Et je crois qu'effectivement, il faut que nous soyons plus réalistes. Nazim, sur cette question, comment expliquez-vous cette attitude très recroquevillée, j'allais dire très craintive, très inquiète, à chaque fois qu'on se mêle de nos affaires, j'allais dire, alors que dans les années 90, on les a blâmés de ne pas l'avoir fait? Non, je crois que c'est une question de contexte et c'est une question de... Au fait, c'est le fruit de l'histoire. Rappelons que l'internationalisation de l'affaire algérienne entre 54 et 62, bien avant, les conférences de Bandung, etc., au fait, n'était pas vue d'un mauvais œil parce qu'il y avait deux blocs qui étaient plus ou moins superpuissants et au fait, on parlait au peuple. Et donc, c'est les peuples qui poussaient, je dirais, le soutien de la cause algérienne. C'est ce qui s'est passé aussi pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ce n'est pas les États. L'Afrique du Sud, c'est les peuples européens et surtout américains qui voulaient que l'apartheid cesse. Et c'est comme ça qu'il y a eu un revirement de la position américaine. C'est quand ils ont vu des centaines de milliers de gens, des Américains, sortir dans les rues. Or, le contexte n'est plus le même depuis, je dirais, les événements de septembre 2001 et notamment l'invasion de l'Irak. Aujourd'hui, on voit que cette prédation, cet ultralibéralisme, cette influence des multinationales sur quand bien même des parlements. Moi, avant de venir, j'ai vu quelques images. Il était pratiquement vide, le Parlement. Vous êtes d'accord? Je ne dis pas des bêtises. Oui, mais moi, j'ai vu un Parlement pratiquement vide. Dans les débats. Oui, dans les débats. Oui. C'est-à-dire que c'était pas forcément, il n'y avait pas un enthousiasme très très fort. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une pression populaire des pays, des peuples européens sur la question algérienne, premièrement. Secondo, j'ai suivi quelques débats. Ça ne parlait pas pratiquement de liberté, ça parlait de tout ce qui est religieux, la liberté des chrétiens, etc. Donc on regarde toujours ça par le prisme de l'histoire européenne et on ne prend pas en compte les réalités algériennes. Les réalités algériennes, il n'y a pas de liberté tout court. Vous savez bien que vous êtes musulman ou chrétien ou juif, etc. La liberté, elle est adéniée à tout le monde. Donc c'est pour ça que les Algériens ont appris que finalement ces institutions
finalement, quand elles intervenaient, c'était pour détruire les États. Et en tout cas, depuis l'invasion de l'Irak. On l'a vu en Libye, et quand même il y avait des résolutions qui étaient passées, rappelons-nous de la résolution libyenne, il n'y avait pas le droit, ils avaient le droit de tout simplement d'interdire des avions libyens. Mais là, c'était le Conseil de sécurité. Oui, mais le Conseil de sécurité avait spécifié qu'ils n'avaient pas le droit de bombarder. Ils avaient l'obligation d'empêcher les avions de Kadhafi de survoler ou de bombarder. Or, on a vu que... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Moi, ce n'est pas ce... Moi, je pense qu'après, l'autorisation a été donnée pour empêcher les troupes de Kadhafi d'arriver à Benghazi. Non, pas du tout. Ah bon? Ça a été fait a posteriori. Ah, d'accord. Ça a été fait a posteriori. Ça a été régularisé. Donc, ils ont fait un avenant. D'accord. Donc, ils ont vu l'exemple syrien, ils ont vu l'exemple irakien. Et donc, effectivement, cette méfiance est tout à fait légitime. Parce que ces résolutions n'émanent pas d'une volonté des peuples européens ou américains, etc. Donc forcément, on peut douter des intentions, même bien sûr s'il y a une bonne intention au départ, mais on peut en douter. C'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas que l'Algérien, je dirais, effectivement, est adverse ou allergique ou n'accepte pas l'ingérence. Par contre, pour revenir au risque de me répéter, l'Algérien aurait perçu différemment si cette résolution était contraignante pour les États de l'Union européenne, à savoir demander à leurs États de cesser de livrer des armes, de cesser de conclure des contrats avec un régime illégitime, etc., etc. Alors, Mennad Si Ahmed, donc sur ces attitudes un peu frileuses de certains de nos compatriotes qui continuent à voir dans cette initiative une ingérence, voire même une menace éventuelle, qui en arrive pour certains à confondre avec l'intervention de l'OTAN. Certains nous ont prévenus, nous ont dit « Maintenant que vous avez accepté cette initiative, préparez-vous à recevoir les troupes de l'OTAN ». C'est presque notoire, hein. Ils le disent, ils le crient sur tous les toits. Oui, mais M. Benchemouf, c'est hors de propos. Premièrement, cette frilosité dont vous parlez, moi je ne la comprends pas. Jusqu'à hier, par exemple, on disait pourquoi les États européens continuent à soutenir cette dictature militaire. Hier encore, on le disait. Aujourd'hui, il y a une résolution du Parlement européen et tout d'un coup, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on devrait à la limite ne pas accepter, etc. Sauf que d'abord, la révolution, on ne demande pas aux autres de faire la révolution à notre place. Ce n'est pas du tout ce que l'on demande. Aujourd'hui, on demande une certaine forme de solidarité pour que, d'abord, ce pouvoir qui est en place comprenne qu'il ne peut plus se comporter comme il veut. Et j'aimerais dire une chose qui est importante à mes yeux. Est-ce que ce pouvoir-là a, disons, je dirais, le droit de parler au nom de l'Algérie, parce que je me demande s'il se comporte en patriote aimant l'Algérie. Parce que si c'était le cas, on n'en serait pas arrivé jusqu'à ce que le Parlement européen vote une résolution. Le premier fautif dans cette histoire-là, c'est bien le pouvoir et ses supplétifs qui nous ont amenés à ce type de situation. Je crois que si les choses avaient été bien gérées dès le départ, nous n'aurions pas eu d'emprisonnement, de restriction des libertés fondamentales, etc., etc. C'est cela qui aujourd'hui a poussé une institution telle que le Parlement européen à se prononcer. Mais Mennad Si Ahmed, excusez-moi de vous interrompre. Et cette intervention de M. Chennini, le président de l'Assemblée nationale, qui donc tire à boulet rouge, lui qui n'a pratiquement pas fait son travail de représentant du peuple, lui et son institution, et qui vient nous dire que jusque-là, l'armée et les corps de sécurité ont magnifiquement bien accompagné le Hirak. Ils l'ont accompagné de la rue à la prison, entre autres. Mais justement, vous le dites si bien, vous faites référence à voilà, quelqu'un qui est président d'une assemblée populaire nationale, qui a un devoir justement de rappeler,
parce que c'est le pouvoir législatif, de rappeler au pouvoir exécutif qui est aujourd'hui exercé de facto par le haut commandement militaire, et de lui rappeler les arrestations, les restrictions de liberté, le blocus de la capitale, la restriction de la liberté d'expression, etc., etc. On ne comprend pas comment il peut, à ce moment précis, dire qu'effectivement l'armée a formidablement accompagné le peuple qui, étrangement, est ingrat, sort tous les dimanches, tous les mardis, aujourd'hui, je dirais même chaque jour, pour justement dénoncer toutes les violations, parce qu'il s'agit de violations des droits de l'homme, des violations des libertés fondamentales du peuple algérien. On n'en serait pas là. Donc, quelque part, et comme l'Algérie le fait très souvent, que de fois l'Algérie a dénoncé des situations dans beaucoup de pays, et la liste est longue. Donc, l'Algérie peut se permettre de dénoncer, et le Parlement européen ne peut pas dénoncer, et dénonce des situations qui sont quand même arrivées à un point de... et justement, à propos... préoccupant. C'est cela c'est sur cela qu'il faut mettre l'accent. Et justement... Encore une fois, on ne demande à personne de faire la révolution à notre place. En aucun cas. Alors justement, à ce propos, dénoncer les situations, donc dans un climat qui est en train un peu de se crisper, où nous observons là, une montée des tensions, il y a eu des cas de violence à Bouira et à Borj Menaïl. Beni Douala, pardon, oui. Et les arrestations se multiplient, les harcèlements, je vais citer quelques cas, je ne peux pas les citer toutes, tous. Regardez. Le dessinateur Amin Abdelhamid, très connu sous le pseudonyme de Nîmes, qui fait des images magnifiques, nous allons en voir quelques-unes, a été arrêté, incarcéré, mis en dépôt. Regardez ses dessins, le voilà. Il a été arrêté, regardez ses dessins, ils sont magnifiques ces dessins, très appréciés. Voilà, alors il a été arrêté pour ça. Nous allons continuer de voir, regardez ces dessins. Très expressif. J'ai déjà vu cela. Voilà, Nîmes, jeune dessinateur, a été arrêté. Mohamed Khawani, un blogueur très connu en Algérie, très vif, très fort, qui fait des vidéos magnifiques où il soutient le Hirak, où il dénonce de façon très très forte le régime. Donc a été arrêté. Alors présenté devant le procureur, il a refusé de répondre au procureur. Il a refusé de signer quoi que ce soit. Alors il a été accusé pour atteinte au moral des troupes et outrage à corps constitué. Mais nous allons voir que ce monsieur a été arrêté surtout parce que ce genre de vidéos qu'il fait, il les fait depuis des années. Il n'a pas été arrêté. Et depuis le mouvement, depuis le début du Hirak. Mais pourquoi il a été arrêté selon moi? Parce qu'il a lancé un appel à ne pas succomber à la violence. Et il a dit que cette violence est instrumentée par le régime et que si vous y succombez, vous allez faire son jeu. Regardez quelques extraits de sa dernière vidéo. نحطوش حنا الكردة على رقابينا ونجيفوا روحنا. العنف هو هذيك الكردة اللي نحطوها على رقابينا ونسويسيديو. لا أكثر ولا أقل. رحمة على والديكم. رحمة على ما نشعر لو جاه ربي. لو جاه ربي. لو جاه ربي. خليونا من العنف ايا كان ابغى العنف اللفظي ولا العنف ايا كان خليونا من العنف لو جاه ربي. Il croupit en ce moment en prison. Alors, les journalistes de la radio algérienne protestent, ils sont en protestation permanente. Ils réclament un service public qui ne fonctionne pas à la pression et aux directives et ils sont sous la menace, ils sont sous la pression, ils sont dans une situation intenable. Il y a le groupe médiatique qui s'appelle Temps Nouveau, qui appartenait à M. Haddad, Ali Haddad, alors qui dispose donc de la chaîne TV Dzaïr TV,
du journal francophone Le Temps d'Algérie et du journal arabophone Al-Waqt. Regardez la liste des journalistes et ce n'est qu'une partie. Alors, 21 journalistes ont été suspendus en attendant de passer en conseil de discipline. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient le droit d'informer les Algériens de ce qui se passe dans la rue. Ils ont été suspendus, menacés de licenciement. Ils vont être déférés devant le conseil de discipline. Alors, nous avons aussi quelques cas, mais ils sont très nombreux, je n'en cite que quelques-uns. Zakaria Gerfa, il est à son 5e jour de grève de la faim. Il est en prison. C'est le fils de notre ami Badreddine Gerfa. Il a été arrêté depuis 10 jours. Il a été littéralement kidnappé depuis son domicile. Et tenez-vous bien, il a été arrêté pour atteinte au moral de l'armée, organisation de bandes visant à la déstabilisation des institutions, rien que ça, et atteinte à l'unité nationale. Et des cas comme ça, ils se comptent par centaines de gens qui croupissent en ce moment dans les geôles du régime. Alors, mais le problème, et nous allons voir des vidéos, c'est le problème de la violence. Nous allons voir d'abord ce qui s'est passé à Beni Douala, aujourd'hui. Et nous allons voir encore une fois ce qui s'est passé hier à Bouira, puis nous reprendrons la vidéo de Mohamed Khawani. Regardez à Bouira. نحطوش حنا الكردة على رقابينا ونجيفوا روحنا. العنف هو هذيك الكردة اللي نحطوها على رقابينا ونسويسيديو، لا أكثر ولا أقل. رحمة على والديكم، رحمة على مانيش عارف. لو جاه ربي، لو جاه ربي، لو جاه ربي، خليونا من العنف ايا كان. ابغى العنف اللفظي ولا العنف ايا كان، خليونا من العنف لو جاه ربي. Alors, je rappelle qu'à Bab el Oued, il y a quelques jours, vous connaissez Bab el Oued, surtout vous, Brahim aussi. Alors, Bab el Oued, il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas de pierre dans Bab el Oued. Même à l'époque. Même à l'époque, il n'y a jamais eu de pierre à Bab el Oued. C'est un centre-ville. Il y a des horloges. Il y a des horloges. Justement, c'est à la place des 3 horloges. Les Algérois se sont réveillés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
toute la place des Trois Horloges a été dépavée. Et c'était un chantier, il n'y avait plus de goudron, il n'y avait que des pierres, de gros moellons posés là pour inciter les gens à s'en servir. Pour dire que ces gens savent très bien ce qu'ils font et que maintenant le régime qui se s'est acculé, on est à quelques jours seulement du 12 décembre, il n'a plus qu'une possibilité, c'est de plonger le pays dans la violence pour pouvoir décréter l'état d'exception ou je ne sais quoi d'autre. Alors, je vais aller d'abord sur Adel Jabbar, c'est sa prise de parole. Adel Jabbar, sur cette question. Vous savez, ce régime algérien est connu depuis 1962. Il a trois particularités. La première, c'est la violence. La deuxième, c'est la prédation. Et la troisième, c'est la haine. Il ne produit que ça, il ne sait pas produire autre chose. C'est une dictature qui n'est pas capable de dialoguer parce qu'elle ne sait pas parler et elle ne sait pas non plus écouter. Et donc elle est conforme à son état d'esprit. Pour elle, toute opposition n'a sa place qu'en prison. C'est comme ceux qui disent les plus beaux oiseaux sont en cage. Ils sont en train d'exécuter ça. Leur crainte d'une chute, de la chute d'un dictateur, lui suffit pour égorger des centaines de milliers de personnes. Ils nous ont déjà démontré de quoi ils sont capables. La Silmia a tué cette dictature-là. Les Algériens ont inventé, non, ils n'ont pas inventé la non-violence, ils l'ont perfectionnée à l'unisson. Ils ont sorti un mouvement révolutionnaire d'une beauté inimaginable qui a déboussolé complètement la dictature. Parce que la dictature, quand vous lui enlevez ses attributs, c'est-à-dire la violence, l'utilisation des armes, elle est au chômage, elle ne sait rien faire. Les Algériens ont brillé d'intelligence pour neutraliser cette dictature-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Nous avons vu depuis le 22 février toutes les tentatives de division, de diabolisation, et puis de complot, de propagande, etc. Ça ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, la révolution pacifique algérienne qui a été plébiscitée par toute la planète, sauf la dictature militaire, est en train d'être instrumentée, encore une fois, à l'instigation de cette insipide campagne présidentielle qui n'est plus une campagne électorale, mais une campagne d'arrestation et d'oppression et de répression. Ils sont en train de vouloir transformer cette révolution pacifique en mouvement insurrectionnel. Parce qu'ils n'ont plus le choix, ils sont coincés. On est au dernier jour de la date fatidique du 12 décembre, qui est une date fatidique pour eux, pas pour nous. Ils sont en train de trouver des solutions pour survivre. Le 2 du mois de décembre, j'ai appris qu'ils vont nous sortir Yahya et Sillan pour les juger. Donc ils vont encore nous accaparer notre temps. Mais moi je leur dis, vous perdez votre temps. J'ai écouté, moi, ce matin, une vidéo du petit jeune Brahim Lalami avec une mobilisation extraordinaire. J'ai été impressionné. Je rappelle, Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre, que l'LMI, quand il a été arrêté, a été sauvagement torturé. D'après des témoins, il ne pouvait même pas tenir sur ses jambes. Et il a été présenté devant le procureur, qu'il a inculpé sans tenir compte de son état, ni sans demander un médecin pour l'examiner. Je vous laisse poursuivre. La dictature, avec tous ses suppôts, ses servants, sa police, sa gendarmerie, sa justice, elle est dans le déni. Elle est dans le déni le plus total. Ils sont dans la négation de la citoyenneté et de l'humanité. Pour eux, nous ne sommes que des sous-produits. Et ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils ont privatisé ce pays, ils ont accaparé ses richesses, ils ont bouffé son argent. Pour eux, nous ne sommes que des locataires, de mauvais locataires qui ne payent pas le loyer. Donc, ils ne peuvent pas changer. Moi, quand je reviens à ce que j'ai vu ce matin, quand j'ai vu des jeunes, et c'est là où je reste extrêmement confiant quant à l'avenir de cette révolution-là. Nos jeunes criaient quelque chose d'inimaginable. Ils disaient ça veut dire qu'ils sont en train
de se considérer comme étant sous occupation d'une armée étrangère. Et ils veulent se libérer, ils veulent se donner l'indépendance, ils ne s'arrêteront pas, ils ne vont pas s'arrêter. Ce n'est pas les simulacres d'intervention à gauche et à droite de cette junte militaire qui vont arrêter cette révolution-là. Ils ne pourront rien faire. Le 12 s'en vient, je ne sais pas si les élections se tiendront, parce que les 5 candidats n'arrivent même pas à sortir pour tenir leur meeting. Ce matin, je discutais avec des gens à Constantine. On m'apprenait que quand Mihoubi était venu là-bas, on lui a réservé une salle qui a été construite par les Chinois, un opéra. Cet entrepreneur-là qui finançait sa campagne a fait pression sur ses ouvriers pour leur dire « Si vous ne montez pas dans les bus pour venir remplir la salle, vous êtes tous virés et vous ne serez pas payés. » Voici comment se comporte ce régime-là. Voici comment se comporte cette dictature et ses suppôts. Donc, ils sont en pleine guerre contre nous. C'est une armée dictatoriale qui est en guerre contre son peuple. Elle ne peut pas engager cette guerre contre tiers, donc elle le fait contre nous. Mais depuis le 22 février, l'Algérie a fondamentalement et définitivement changé. Ce qui n'a pas changé, c'est l'ADN meurtrière de ce régime-là. Pour qu'elle change, il faut qu'elle soit enterrée. Et restez avec nous, Adel Jabbar, Brahim Younsi, sur ces risques de violence qui se précisent, et sur cette, j'allais dire, seule alternative qui reste au régime de s'en sortir. Il était clair que le régime allait à la violence. Et la fascisation de l'État, qui devient carrément fasciste, ne peut aller que vers la violence. C'est la raison pour laquelle les appels qui sont faits pour maintenir le pacifisme de cette révolution est extrêmement important. Parce que cela s'est produit dans l'histoire. Ce n'est pas l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Ouais. Et ce n'est pas l'assassinat du fils de l'ancien président de la République, Souleymane Frangieh, de son fils Tony Frangieh, en 1916 à Beyrouth, qui a provoqué la guerre civile. Ouais. Les ferments étaient ailleurs. Donc ce pouvoir a déjà utilisé la violence et utilisé, comme vous dites vous-même, ces Baltadjia pour provoquer la violence en Maintenant, nous avons des professorgia. Il y a des intellectuels qui... J'adopte le concept. Professorgia. En mai, il faut oublier qu'en mai 1991, à Alger, ce qui s'est produit, ce sont des agents du système qui tiraient sur l'armée, sur la police et sur la population. Oui. Et qui a provoqué la violence. Allumé la mèche. Il faut faire extrêmement attention là-dessus. Et comment faire pour éviter de tomber je crois que Bouira le démontre amplement. Mais Bouira est tombé dans le piège de la violence. Je crois qu'ils ont arrêté les sages ont arrêté les... Oui. Voilà. Donc il y a quand même des gens. Mais comment faire pour éviter qu'on a vu de la fumée, des lacrymogènes, des jets de pierre. Comment faire pour éviter? C'est la police qui l'a fait et c'est les éléments de la police qui ont lancé des pierres. Oui. Qui ont commencé du moins. Ouais. Et qui ont lancé des pierres. Cette révolution a une particularité que nous n'avons vue nulle part ailleurs. Et elle avait l'air d'un divertissement. Oui. Et ce divertissement... Il y en a même qui leur ont reproché qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de chanter, de danser, et de pousser des youyou et de taper dans les mehres. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mehres, je rappelle. Qu'il continue de danser, de chanter, etc., parce que ça a un sens. Absolument. Ça a un sens. Et le sens, c'est que nous sommes en train d'exorciser toute la violence que nous avons vécue, que les Algériens ont vécue, est en train d'exorciser. Et en même temps de communier. Oui, les Algériens communient les uns avec les autres, même si ce terme n'appartient pas à notre culture, mais c'est une vraie communion. Non, mais la communion existe aussi chez nous, nous communions d'une autre manière. Absolument. Mais aussi ce divertissement, ou ce qui semble être un divertissement, éloigne
éloigne justement le mal, le malheur, Absolument. etc. C'est une aube qui se lève. Absolument. Et c'est là où le régime et ceux qui pensent pour lui, qu'on le veut ou non, veut rompre ce divertissement absolument. pour aller vers la violence. Mais je crois que les Algériens le savent. Pourquoi? Parce que cette révolution est une révolution de l'élévation. Plus elle avance et plus elle s'élève. Et plus elle s'élève et plus elle dérange à l'intérieur et à l'extérieur. Et plus elle s'élève et plus elle est pacifique. Elle ne peut pas retomber, parce que je crois que les gens, c'est cette forme de lutte qui a engrangé tellement de choses, tellement de réappropriation symbolique et réelle. Symbolique et réelle. Il faut absolument maintenir cette forme de lutte, cette forme pacifique de lutte, et ne pas succomber à n'importe quelle violence, comme le disait notre frère Khouani, parce que je suis abonné à ces vidéos. Nazim, sur ces risques de violence? Je crois que cette vidéo, alors il n'y a pas une violence extrême, hein, c'est des jets de cailloux, et on voit tout de suite... Ça commence toujours comme ça? Non, mais laissez-moi finir. Ah, mais écoutez... Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Allez-y. Non, parce que je voulais juste finir quelque chose que... Quand j'ai dit cette violence, premièrement, c'était des jets de pierre. Les gens ont tout de suite demandé à ces jeunes d'arrêter. Et pour moi, cette vidéo est salutaire pour plusieurs raisons. Premièrement, comme il disait Brahim très bien, c'est que les gens se sont habitués à des manifestations pacifiques. Et cette non-violence, ce pacifisme a fait que toutes les franges de la société algérienne étaient présentes dans la rue. Les vieux, les moins vieux, les femmes, les hommes, de toutes les tendances. Et voir cette vidéo, c'est tout simplement ce qu'on ne veut pas voir. Et l'Algérien, quand il voit une vidéo comme ça, il se dit tout sauf ça, même si elle n'est pas d'une extrême violence. Parce que cette image, c'est tout ce que l'Algérien ne veut pas voir. Cette image, c'est tout ce qu'il peut empêcher l'Algérien de descendre dans la rue. C'est tout ce qu'il peut dire à un homme, à sa femme ou à ses filles, n'allez pas dans la rue parce que regardez ce qui se passe. Et donc, à mon avis, cette vidéo, ça va être tout simplement, elle est rejetée massivement par les gens. Et elle est rejetée tout de suite, hein, quand on a vu les jets de pierre, indépendamment, est-ce qu'il y a des agents derrière ou pas? Parce que aussi, on peut comprendre, Jamel Dine, qu'après 9 mois, surtout des jeunes, ils se disent, et on le dit nous-mêmes, 9 mois, une révolution des plus merveilleuses qu'a connue l'humanité, j'exagère pas. À un moment donné, on est arrivé à des pics de 15-20 millions, c'est-à-dire la moitié de la population dans la rue. Dans un livre de Chenoweth qui a étudié à peu près 300 révolutions, 376 révolutions, vous savez le taux qu'il suffit pour changer un régime en Algérie, M. Jemeldine? 3,5%. Elle dit que quand il y a 3,5% de la population qui descend de la rue, c'est suffisant pour changer un régime. Là, aujourd'hui, ça oscille entre peut-être 30 et 50%. C'est massif. Et cette belle révolution, effectivement, il faut absolument refuser toute violence, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le policier, pourquoi ils n'ont pas descendu de baba, comme on dit? Parce qu'ils savent que le soldat, il est sympathisant de Hirak. Il se dit, je vais tirer sur quelqu'un qui est avec des pancartes, je suis avec ma femme, mes enfants, on est en train de chanter, on est en train de danser, etc. Donc ils savent que le soldat ne veut pas tirer. Par contre, il va tirer quand il voit des gens le caillasser, quand il voit les gens l'insulter, etc. Deuxième chose, pourquoi ça ne réussira pas, la violence? Parce que tout simplement, les moyens de coercition sont du côté de ce régime. C'est lui qui a les mitraillettes, c'est lui qui a les chars, c'est lui qui a 600 000 bonhommes entre police, armée, etc., qui peuvent utiliser la violence, et c'est leur terrain préféré. C'est pour ça que moi je dirais que cette vidéo, effectivement, c'est dommage qu'on en est arrivé là, mais elle est salutaire dans le sens où on se dit ah, hop, on s'est trop habitué à la non-violence et on a cru que c'était un acquis. Non, ce n'est pas un acquis, c'est un combat de tous les jours et il faut
absolument rester non-violent. Et si on reste non-violent, on va, même si c'est lent, on va arracher notre liberté. Oui, Juste un oui. Merci. Alors là, je ne vous ai pas interrompu. Je vous laissais venir, j'espère. Non, maintenant vous pouvez. Ah, d'accord. Il y a un bactériologiste français qui s'appelle Charles Nicolle, qui a dit que la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Et nous avons une maladie infectieuse qui s'appelle régime algérien. Donc elle ne peut qu'enseigner aux Algériens qu'ils sont frères et solidaires. Très bien dit, merci. Mennad Si Ahmed, avant de vous poser une question sur le groupe de Vienne dont vous êtes membre, est-ce que ce risque de violence est réel? Est-ce que ce régime pourrait vraiment être tenté de l'utiliser pour se remettre en selle? Oui, c'est sûr qu'il y a un risque de violence potentielle. Comme tous vos invités l'ont dit, c'est un pouvoir qui se nourrit de violence, qui quelque part ne sait faire que cela. Et d'ailleurs, vous nous avez donné de très beaux exemples d'accompagnement de ce régime ou de cette dictature du peuple algérien. Et j'espère que M. Chenimi, je crois, il s'appelle le président de l'Assemblée, va être d'accord avec moi qu'effectivement l'armée est en train d'accompagner admirablement le peuple algérien avec tous les exemples que vous nous avez donnés. Donc, quelque part, il est possible qu'ils aillent vers un accompagnement encore plus offensif. Il est sûr que, et moi c'est un peu ma crainte, c'est que peut-être qu'il utilisera la violence davantage pour éventuellement justifier l'arrêt de ces élections. C'est-à-dire que là, on est dans un cercle vicieux. Nous, on ne veut pas de ces élections, mais peut-être que même ce pouvoir n'en veut pas également, et pour d'autres raisons, bien sûr. Et c'est ça qui me rend un peu perplexe, et je me dis, que va-t-il se passer dans les prochains jours? La violence, nous devons l'éviter à tout prix. Nous ne pouvons en aucun cas nous permettre un écart sur ce terrain-là. Mais je voulais aussi, si vous le permettez, M. Benchour... Mais très vite, parce que nous n'avons plus de temps. Hein. Très vite, je vous le promets. Au-delà de cette fameuse résolution du Parlement européen, j'aurais souhaité, et vous connaissez mon sentiment là-dessus, que beaucoup de personnalités algériennes, très connues, dont beaucoup vivent à l'extérieur de l'Algérie, se prononcent aussi. C'est pas possible. On connaît beaucoup de noms très, comment dirais-je, influents et qui peuvent apporter un plus à notre révolution, qui sont algériens, les amis de l'Algérie aussi, se prononcer sur cette révolution, dénoncer cette dictature, qu'ils le fassent. Je lance encore une fois de plus un appel à ces gens-là, parce qu'ils peuvent aussi peser sur les plateaux de télé, peser par leurs écrits, peser par leurs activités qu'ils arrivent à bien faire, mais que si à un moment donné, ils dénoncent cette dictature, je crois que ça va apporter aussi un plus et peut-être même faire un peu la différence dans ce qui se passe en Algérie. Alors, sur le groupe de Vienne, mais vraiment en moins d'une minute, parce que nous avons débordé un peu. Le groupe de Vienne, c'est un groupe de militants engagés qui essayent de faire du mieux possible avec des moyens, je dirais, dérisoires, pour donc interpeller. Nous continuerons à le faire, nous continuerons à harceler le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les instances de l'ONU, parce que c'est quelque chose que je connais bien moi-même, donc je peux éventuellement avoir des accès. Nous irons à Genève d'ailleurs, nous irons certainement aussi à New York, avec encore une fois des moyens dérisoires, mais nous allons continuer à harceler les institutions internationales en dépit de ceux qui pensent que c'est symbolique, etc. Mais nous continuerons à le faire parce qu'il y va, je dirais, de la crédibilité de ces institutions vis-à-vis d'un problème qui est la révolution algérienne et que nous voulons qu'elle soit soutenue, qu'il y ait de la solidarité internationale. Encore une fois, merci. Pas merci. Mais de solidarité agissante. Voilà, merci. Vous voulez dire un dernier mot, Brahim Younsi, mais très vite. 30 secondes. D'accord. C'est un mot en direction des candidats. D'accord. Et c'est de Jean-Paul Marat, le révolutionnaire français. Oui.
qui s'adressait aux Qui a été électeurs assassiné dans sa salle de bain. Dans sa baignoire. Dans sa Et baignoire. Pardon. j'ai relu son livre Dans les chaînes de l'esclavage de 1792 et j'ai trouvé cette phrase qui est très pertinente. D'accord. Et il s'adressait aux électeurs britanniques, D'accord. pas aux électeurs français. Ok. Donc il disait « Rejetez ceux qui mendient vos suffrages. Vous n'avez rien de bon à attendre de ce côté-là. S'ils n'étaient jaloux que de leur honneur de servir leur patrie, descendraient-ils à un rôle aussi avilissant ?» Éloquent et significatif. Merci Ibrahim Younsi, merci Nazim Taleb, merci Malika Ben Arab Attou, merci Adel Jabbar, merci Mennad Si Ahmed, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Nous sommes quasiment à la fin heureuse, j'espère, de cette révolution qui va donner le jour à une nouvelle république, peut-être à la première république, à une Algérie heureuse. Il ne dépend plus que de nous, qu'elle se déroule comme elle a commencé, dans le pacifisme, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la bonne humeur, dans la solidarité, dans l'unité de tous les Algériens. Le khawti khouatati, le piège de la violence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai connu un officier de gendarmerie aujourd'hui décédé, Rabbi Rahmou, qui m'avait raconté que pour désamorcer les émeutes qui avaient lieu ici et là, ils envoyaient des baltagis à Tahem s'introduire au milieu des manifestants et se mettre à lapider, à jeter des pierres sur les édifices publics, à tordre les poteaux électriques, à brûler les voitures et à agresser les femmes qui passent pour transformer la révolte en jacquerie, pour la transformer en violence et faire réagir la population qui n'avait plus qu'à dire et vous en savez quelque chose, vous tous et vous toutes les Algériens. Vous savez comment ce régime a géré la violence durant les années 90 et ce qu'il en est advenu. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.